content de vous retrouver, content de passer ces 45 prochaines minutes avec vous. Alors ce qu'on va vivre là, c'est un petit défi pour moi parce que je vois beaucoup de têtes que j'ai beaucoup vues ces dernières semaines et ces derniers mois. Et quand Michael, il y a peut-être Michael Dosreis, que vous avez vu juste avant, il y a quelques mois, m'a dit bon, on a pensé à une breakout session, est-ce que tu pourrais faire une breakout dont le titre serait Prospection non intrusive, comment engager sans envahir. Déjà, je dis, putain, le titre, Mika, bien joué. Moi, ça me va bien. Et puis là, moment de panique. Alors, pas moment de panique dans les équipes de KW France, parce que généralement, je livre les slides à peu près 1 heure avant de démarrer. Mais moment de panique pour moi, parce que je me suis dit, tiens, est-ce que je vais avoir des gens dans la salle qui vraiment m'ont jamais entendu parler de prospection? Donc, qui m'a déjà entendu parler de prospection? Voilà, donc on n'est pas dans la merde. Donc, il est encore temps d'aller voir Michael Nogal sur la rénovation énergétique. Non? Bon, du coup, le défi qui était le mien, c'est de me dire, ok, certes, ils vont probablement m'entendre dire des choses qu'ils m'ont déjà entendu dire, ou qu'ils ont peut-être déjà entendu dire par d'autres, mais on va essayer de voir si on peut pas le prendre par un angle peut-être un peu différent, parce que parfois, il paraît que, avec une autre phrase, une autre analogie, une autre manière d'aborder les choses, il y a peut-être des choses sur lesquelles vous n'aviez pas tilté la première fois que vous m'avez entendu les dire, mais que vous avez peut-être tilté ce coup-là. Et en fait, quand j'ai vu ce titre, Prospection non intrusive, comment engager sans envahir, je sais pas vous, mais moi tout de suite, quand j'ai entendu comment engager sans envahir, j'ai pensé tout de suite à la séduction. Je me suis dit, tiens, comment engager sans envahir? Je me dis, si finalement tout ça, est-ce que tout ça, c'était pas une histoire de séduction? Alors, une fois qu'on s'est dit ça, je me suis dit, ok, il me faut un alibi. On va y arriver, Anto, avec les slides ou pas? Avec la télécommande? Ça y est, elle a lâché. Comme avec Michael, elle a une durée de vie de... Voilà, elle a une durée de vie de 2 slides. Et je me suis dit, tiens, je vais changer le titre. On ne le dira pas à Michael. J'ai dit, on va changer le titre. On va se dire, tiens, on va donner 6 étapes d'un expert en séduction pour une prospection efficace. Alors, je vous rassure tout de suite. Non, mais je vous vois venir. Je ne me serais pas permis. Mais je me suis dit, je vais essayer de trouver un alibi. Et cet alibi, il était tout trouvé. Et cet alibi, vous savez quoi? Cette personne qui est cet expert en séduction, en tout cas, qui m'a épaulé dans la préparation de cette conférence, vous l'avez vu sur scène ce matin. Oh, c'est pas Christian Fabre. Ni Jérôme. Non, je suis allé demander à meilleur que moi sur le sujet. D'accord? Je me suis dit, ok, il me faut vraiment quelqu'un qui va me permettre de faire cette analogie séduction-prospection, mais il me faut quelqu'un qui est vraiment un expert dans le domaine ou qui, en tout cas, pourrait m'aider à m'épauler. Et cet expert, vous en avez entendu parler ce matin, il est là à l'écran, et je me suis lancé dans une longue et langoureuse conversation avec ChatGPT ces dernières semaines, en me disant, mais comment est-ce que tu peux m'aider à construire cette conférence, ou en tout cas essayer de lui donner une tonalité un peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire. Alors, première chose, je lui ai demandé une question très simple. Je lui ai dit, tu sais, j'aimerais que tu te comportes comme un expert en séduction. Je vais te demander quelques conseils. Donc lui, toujours partant pour donner un coup de main. Et je lui ai dit, quelles sont selon toi les 6 étapes pour séduire le sexe opposé? Alors maintenant que je me relis, je me dis, c'était pas obligé, mais c'est comme ça que je l'ai écrit. Mets-toi dans la situation de devoir séduire un ou une inconnue. Parce que c'est ça, en fait, finalement, la prospection, quelque part. C'est en grande partie comment est-ce que je vais aller aborder très souvent des personnes qui sont inconnues. Pas toujours que du sexe opposé, mais en tout cas inconnues. Et donc, on va essayer de faire constamment le parallèle pendant ces 45 prochaines minutes entre la séduction et la prospection. D'accord? Donc, on passera à chaque fois, pour chaque conseil, de la séduction à la prospection. Alors, le premier conseil, et vous allez m'aider, à chaque fois, j'ai demandé à ChatGPT d'illustrer le conseil en question par une image. Et donc, le premier conseil que m'a donné ChatGPT, d'après vous, c'est quoi quand vous voyez cette image? L'empathie? Non, autre chose? La posture, la présentation? L'effet miroir. Magnétisme. Rayonnement, il y a un peu de ça. Alors son conseil, c'est l'authenticité. Et en fait, concrètement, je reviens en arrière, il me dit ça, premier conseil, il me dit se connaître, être authentique et avoir confiance en soi. Il dit la séduction commence par une introspection profonde. Se connaître soi-même, c'est comprendre ses propres valeurs, passions et limites. L'authenticité découle de cette connaissance de soi, permettant de se présenter de manière sincère et transparente. La confiance en soi n'est pas l'absence de doute, mais la conviction que l'on est digne d'intérêt et de respect malgré ses imperfections. Cette assurance intérieure est magnétique dans les interactions sociales.
Et ce qu'on entend très souvent dans notre industrie, et c'est le maître mot de cette famille Réunion, c'est qu'on me dit, Sébastien, il y a trop de concurrence. Sur mon territoire, on est beaucoup d'agents immobiliers et il y a beaucoup de concurrence. Et j'ai toujours coutume de dire qu'il n'y a pas de problème de concurrence, il n'y a qu'un problème de différenciation. Et comment est-ce qu'on fait pour se rendre différent des autres, si ce n'est en essayant d'être simplement soi-même et unique. Et ça, ChatGPT nous parle d'une forme d'introspection profonde, et il a raison, c'est de se poser peut-être quelques questions. Et d'arrêter d'essayer parfois de jouer un rôle, de jouer le rôle de l'agent immobilier tel qu'on le perçoit, tel qu'on pense que les gens aimeraient nous voir en tant qu'agent immobilier, peut-être de se rendre conforme à la manière dont les personnes aimeraient que cet agent immobilier se comporte, et on va se construire tout un tas de croyances sur ce que devrait être notre posture, notre manière de faire, notre manière de fonctionner, notre incarnation de ce métier d'agent immobilier. Vous êtes 100, 120, 150, je ne sais pas, dans cette salle, et il y a autant de manières d'incarner ce métier qu'il y a de personnes dans la salle. Amélie, c'est pas Sandrine. Sandrine, c'est pas Nicolas. Nicolas, c'est certainement pas Jean, qui n'est pas Arnaud, qui n'est pas Katia. Pour ceux qui ont la référence d'Aimé Jacquet dans les vestiaires, il dit petit bonhomme là-bas, c'est pas Zizou. Hein, Robert Pires, muscle ton jeu. Il met en avant les qualités propres de chacun. Il leur explique en quoi chacun est différent et en quoi chacun a quelque chose à apporter. Et donc, je vous invite vraiment à faire ce travail, de vous poser cette question. Parce que pour pouvoir déployer une communication incarnée, pour pouvoir avoir un message puissant face à un vendeur, pour pouvoir être magnétique comme ChatGPT nous le dit, ça demande d'être certain de qui on est et de la manière dont on a envie d'aborder son message. J'ai interviewé la semaine dernière, vous aurez accès à l'interview très bientôt de Thomas, je ne sais pas si Thomas est là, Thomas Corbel qui a remporté le Winter Contest récemment. Et Thomas, à un moment donné, il m'explique dans l'interview pendant 2-3 minutes à quel point il est passionné par son métier depuis 20 ans. Mais avec un truc dans la manière de le dire, d'accord, d'exprimer cette passion. Et ma première question derrière, c'est de dire, mais est-ce que cette passion que tu as, telle que tu me l'exprimes là, est-ce que tu l'exprimes en clientèle? Et il me dit, c'est ça qui fait toute la différence. Parce qu'il n'a pas peur à un moment donné de dire droit dans les yeux à un client à quel point il est passionné par ce qu'il fait. Il ne lui dit pas, j'ai un drone, j'utilise une visite, je fais des visites virtuelles. Il ne dit pas, vous allez voir, on travaille avec moi, on va diffuser, on va faire remonter vos annonces sur Se Loger. Il exprime simplement en quoi ce qu'il fait l'anime au plus profond de lui. Et il y a quelque chose de magique qui se joue, c'est que les personnes, et c'est prouvé, achètent beaucoup plus pourquoi vous faites ce que vous faites que comment vous le faites. Et on passe 80% de nos discours commerciaux à expliquer le quoi, à expliquer le comment, et pas à expliquer le pourquoi. Pourquoi vous faites ce que vous faites? Qu'est-ce qui manquerait le plus à vos proches si vous n'étiez pas là demain? Parce que c'est ça que les gens veulent entendre. Et encore une fois, on parlait du disque ce matin, peu importe, vous avez tous des personnalités différentes. Et c'est de votre capacité à exprimer cette personnalité-là qui va faire que vous allez être attractif pour un client. Alors c'est sûr, choisir c'est renoncer. C'est sûr, incarner cette version dans sa plus forte puissance, c'est prendre le risque de ne pas plaire à tout le monde. Et je vous assure, c'est dur. Je suis sur ce chemin moi aussi. Comment est-ce qu'on peut avoir un discours qui a ses aspérités, qui a ses couleurs, qui est peut-être pas conforme à ce qu'on attendrait, mais qui, parce qu'il a ses aspérités et ses couleurs, va être parfaitement attractif pour une partie des gens. Et là, c'est 100% de conversion avec ces personnes-là. Mais peut-être que ça ne plaira pas à tout le monde. Et de sortir de ce schéma où on veut plaire à tout le monde. Vous savez, je vous raconte souvent cette anecdote de Karim, qui voulait être l'expert, qui avait fait un flyer, l'expert du quartier. Ça vous parle, cette anecdote, hein? Je suis Karim, l'expert du quartier. Et Karim, il avait 3 mois de métier. Et on a retravaillé le flyer. Karim, l'agent immobilier le plus sympa du quartier. Parce qu'il y a un truc qui se joue, d'accord, ça s'appelle la dissonance cognitive, c'est que s'il y a un décalage entre ce que vous écrivez dans un document commercial, ce que les personnes vivent à votre contact, ce que vous leur dites, au moindre décalage, notre cerveau, il n'a qu'une envie, c'est de fuir. Alors il vaut mieux avoir une prétention qui était un peu moindre, et la sienne, c'était juste d'être sympa, mais au moins il était aligné avec cette proposition de valeur-là, et parce qu'elle était alignée, les gens, ils achètent. Il n'est pas là, Laurent Dagonet. Il n'est pas là, Laurent. Non, il y a des gens de KW Avina ici? Non, il n'y en a pas, dans le Nord. J'avais rencontré Laurent, je vous ai déjà raconté cette anecdote de Laurent que je rencontre à Boulogne-sur-Mer, là, avec ses tatouages, sa barbe, son gros chien, sa grosse moto et son t-shirt I want to break free. Et Laurent qui m'explique, et je découvre dans la conversation, qu'en fait, c'est un ancien banquier spécialiste du monde professionnel et qui se présente en rendez-vous en costume avec sa mallette à expliquer, à sortir son CV et tout ce qu'il peut apporter à un client. Alors que moi, la seule chose que j'avais envie d'acheter chez lui, c'était ce que j'étais en train de voir. Parce que si ça avait été lui, mon agent immobilier, qui était venu chez moi, mais j'aurais acheté à 1000%. Il n'avait presque pas besoin d'ouvrir la bouche.
que déjà le personnage tel qu'il était, ça me convenait déjà. Alors c'est sûr, ça aurait pas plu à tout le monde. Mais encore une fois, et je crois peut-être Michael Aguilar nous en parlera peut-être demain, mais est-ce que vous voulez être glace vanille ou glace pistache? D'accord? Donc la première question à se poser, c'est celle-là. Pourquoi je fais ce que je fais? Qu'est-ce qui me rend différent des autres? Qu'est-ce que les gens me reconnaissent comme qualité? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en avant? Et surtout, comment est-ce que je suis capable d'exprimer ce qui m'anime au plus profond de moi à un client? Parce que c'est ça que le client va acheter. Et une fois que vous êtes à l'aise avec ça, après on peut déployer plein de stratégies de communication. Mais ça ne reste que des outils au service d'une communication qui est pleinement incarnée. Ça, c'est la première chose. ChatGPT nous parle de confiance en soi. La confiance en soi, elle vient aussi dans la pratique. Là, je parle du métier. Hein. D'accord? Elle vient de l'entraînement. On est dans un écosystème où on donne beaucoup de place au training, à l'entraînement, à des scripts, à des mises en situation. Entraînez-vous dans ces situations-là, à exprimer tout ce qu'on vient de se dire. Pratiquez-le le plus souvent possible, le plus longtemps possible, chaque semaine. Parce qu'avec la pratique vient le fait d'être à l'aise. Et un truc magique, c'est que quand on est à l'aise en clientèle et qu'on est aligné avec ce qu'on dit, là, il se passe des trucs géniaux. J'étais à Clermont-Ferrand il y a quelques semaines et je tombe sur une agent. Je sais pas, il y a des gens de KW Arverne? Toujours pas. Je vais y arriver. Avant la fin, j'y arrive. Et cette conseillère, elle a sorti au moment du cocktail. Je l'avais vue dans l'après-midi au Market Center. Elle était en train de préparer une estimation avec sa productivity coach, Carole. Et puis, c'est une estimation pour un banquier qu'elle voyait le lendemain. Et donc, elle avait retenu qu'une chose, c'est que c'était un banquier qu'elle voyait demain. Donc, c'était pas juste un être humain, c'était un banquier. Et quand on est au cocktail le soir, elle me dit, je suis stressé pour mon rendez-vous demain. Je dis, ah bon et tout. Et elle me dit, écoute, je veux que je te fasse une confidence. Je suis dyscalculique. D'accord? Donc elle m'explique que c'est compliqué pour elle de se retrouver en situation de clientèle et de devoir calculer des honoraires, se faire challenger sur une offre d'achat, devoir calculer des choses devant un client. Et donc elle a bâti tout au long de sa carrière immobilière tout un tas de stratagèmes, tout un tas de masques pour contourner la possibilité de se retrouver face à une situation comme ça qui la mettrait mal à l'aise. Et comme je vous le disais tout à l'heure, par effet de neurones miroirs, quand on est mal à l'aise face à un client, votre client il ressent quoi? Il est mal à l'aise. Et je ne sais pas ce qui m'a pris ce soir-là, peut-être on avait bu un verre ou deux, je lui dis écoute, tu veux pas essayer un jour de dire à un client que tu es dyscalculique en rendez-vous? Je dis je sais pas. Je dis je sais pas ce qui peut se passer. Elle était à l'aise avec le sujet, en dehors d'un contexte professionnel. Je lui dis je crois, j'ai l'intuition qu'il y aura un avant et un après, le premier jour où tu seras à l'aise pour dire à un client, sur le ton de l'humour, comme tu as envie de le dire avec ta personnalité. Ah vous savez là monsieur client, vous savez quoi, je suis dyscalculique, si vous savez quoi, on va faire le calcul ensemble. Et puis après, on prend notre conversation sur la négociation, et comme ça, vous allez m'aider à le faire. Et en fait, à partir du moment où elle va se mettre dans une démarche où elle sait qu'elle peut être confrontée à cette situation, et qu'elle est à l'aise avec cette situation-là, et qu'elle a découvert qu'en mettant le pied dans l'eau un peu froide, finalement, ça faisait pas bobo. Et je sais qu'il y a un avant et un après ce genre de situation. C'est le jour où vous devenez pleinement aligné avec votre communication. OK? Deuxième conseil. ChatGPT me l'a illustré avec cette image. Peut-être avant la fin, vous allez tomber juste. Qu'est-ce qu'il a voulu nous dire? L'écoute? Allez, bingo, tout de suite. Nickel. L'écoute active. Mais pas que ça. Et ça a été dit tout à l'heure. ChatGPT, je vous rappelle, on est toujours en séduction, nous donne un deuxième conseil, apprendre à connaître l'autre par l'empathie et l'écoute active. La séduction est un échange, une danse délicate où comprendre l'autre devient aussi important que de se faire comprendre. L'empathie et l'écoute active sont les outils qui permettent de pénétrer dans l'univers de l'autre, de saisir non seulement les mots, mais aussi les sentiments et les besoins non exprimés. Cela crée un espace de sécurité et de confiance où une connexion authentique peut s'épanouir. Ça, c'est la qualité numéro 1 des professionnels de l'immobilier qui réussissent. Et des commerciaux en général. L'écoute active. Et à travers cette écoute active, la capacité à se mettre dans les bottes de manière sincère de ses interlocuteurs. C'est ça l'empathie. La reconnaissance et la compréhension des sentiments et des émotions d'un autre individu. Notre métier, c'est de faire du coaching à la prise de décision dans un environnement émotionnellement complexe. Je répète. Notre métier, c'est de faire du coaching à la prise de décision dans un environnement émotionnellement complexe. Il y a tout là. Parce qu'un bon coach, il fait quoi? Il pose des questions, il cherche à comprendre, il reformule, il fait émerger les solutions chez son interlocuteur. Et ces situations émotionnellement complexes, il va falloir être capable de les gérer. Ça va demander de l'intelligence émotionnelle, ça va demander de se mettre dans la peau de son interlocuteur de manière sincère pour essayer de comprendre ce qui se joue, parfois dans des détails qui ne sont pas visibles, peut-être dans le non-verbal. Et c'est ça en fait que nous dit ChatGPT qu'on peut illustrer nous dans notre relation clientèle ou dans notre communication. C'est comment est-ce que je vais communiquer de telle manière à ce que j'aille faire mouche dans les émotions de mes interlocuteurs. Et même en prospection, ça vaut le coup. Pourquoi? Parce qu'en prospection, vous allez faire un exercice
Certains m'ont déjà vu l'expliquer. Vous allez vous mettre dans la peau de votre vendeur. Aujourd'hui, on est le 11 mars 2024. Et vous êtes sur des villages, des arrondissements, des communes différentes. Et les questions que se posent vos vendeurs le 11 mars 2024 dans votre village ne sont pas les mêmes qui se posaient au mois de décembre. Ne sont pas les mêmes que celles qui se posaient au mois de septembre. Et elles sont différentes que vous habitiez à Strasbourg, à Biarritz ou au fin fond de la Creuse. Parce qu'ils vivent des réalités différentes, à des moments différents, sur des territoires différents. Et faire cet effort, une fois par mois, une fois tous les 2 mois, peut-être une fois tous les trimestres, de vous poser ces questions de la manière la plus sincère possible. Et la bonne nouvelle, c'est que ces émotions, elles vous sont exprimées tous les jours par vos clients en rendez-vous. Si je suis vendeur aujourd'hui dans mon village, le 11 mars 2024, c'est quoi mes doutes? C'est quoi mes croyances? C'est quoi mes interrogations? C'est quoi mes peurs? Est-ce que j'ai peur de ne pas réussir à vendre aussi cher que mon voisin l'année dernière? Est-ce que j'ai la croyance que se passer d'un agent immobilier, c'est la bonne nouvelle pour économiser les honoraires? Est-ce que j'ai des doutes sur ma capacité à mettre mon appartement ou ma maison au juste prix? Vos vendeurs se posent des questions. Et puis peut-être que ce sont des questions qui sont pertinentes à leur territoire. Chérie, est-ce que tu crois que le fait qu'IKEA vienne s'installer à moins de 15 minutes en voiture, ça va impacter le prix de notre appartement ou de notre maison, positivement ou négativement? Est-ce que tu crois que ce nouveau projet qu'a le maire vis-à-vis de la location saisonnière, etc., va venir impacter la valeur de mon appartement? Et donc chaque réponse va être pertinente en fonction de l'endroit où vous vous trouvez. Et il se passe là encore un truc magique, c'est que quand vous produisez du contenu qui apporte des réponses aux questions que les gens se posent, sans même les avoir exprimées ou verbalisées, oh là là, il y a un agent immobilier qui sait ce que je ressens. Il y a un agent immobilier qui sait ce que je pense. Il y a un agent immobilier qui devance mes besoins. Il est en train de produire un contenu, écrit, audio, vidéo, peu importe, qui répond aux questions que je me pose maintenant. Hein, je vous ai souvent parlé de ça. Pendant le premier confinement, sur le portail immobilier Se Loger, le nombre de visiteurs uniques sur le portail Visite a été divisé par 10. On ne pouvait pas visiter. Donc il n'y avait pas de raison que les gens aillent chercher des biens sur Se Loger. Mais la partie édito, la partie blog, le nombre de visiteurs uniques a été multiplié par 5. Pourquoi? Les gens se posaient des questions. Est-ce que je peux vendre ma maison en étant confiné? Est-ce que mon notaire il passe des actes à distance? Est-ce que j'ai besoin d'une attestation pour déménager? Et ces réponses, ces questions trouvaient des réponses chez un pur player national comme Se Loger. On leur veut pas de mal, ils sont dans le hall d'accueil. Je sais pas, personne, c'est bon. Là, pour le coup, je demande pas s'il y a quelqu'un de Se Loger dans la salle. Alors que cette réponse, elle doit se trouver chez mon agent immobilier de proximité. Je ne devrais pas avoir besoin d'aller chercher une information qui a une pertinence toute relative, parce qu'elle peut être datée, et puis surtout, elle est l'expression d'une globalité, elle n'est pas l'expression de ce que je vis moi sur mon territoire. Faire cet exercice même une fois par trimestre, je vous le jure, on l'a fait régulièrement en formation. Il y a quelqu'un dans la salle qui le faisait aussi avec moi en formation il y a encore quelques mois. Vous finissez l'exercice dans une salle avec 10 de vos agents, 10, 12 de vos agents. Vous avez entre 50 et 60 sujets de contenu sur le paperboard. Pour chacune de ces 8 questions, vous allez avoir peut-être 7, 8, 9, 10 réponses possibles qui vont être données par les agents, parce que ce sont eux qui sont sur le terrain. Et vous allez ressortir avec 50 à 60 sujets de contenu. Que je peux mettre, et on va le voir, dans une gazette, que je peux mettre dans un guide, que je peux mettre dans une vidéo YouTube, que je peux mettre dans un post pour mes réseaux sociaux, que je peux envoyer sur ma base de données via une newsletter, peu importe, ça ce sont encore une fois des outils. Mais faire cette démarche, d'être certain de répondre aux émotions que vivent nos clients à chaque instant, c'est passer par ce genre d'exercice que je vous invite vraiment à faire. Troisième conseil. Donc, partager, donner. Un cadeau? Ok, cadeau de l'information. Faire plaisir. On revient sur la gratitude. Ouais, c'est la générosité, c'est de donner de manière désintéressée. Vous savez, je vous en parle très régulièrement. Et ChatGPT le dit comme ça, il dit adopter une approche de marketing de contenu et apporter de la valeur de manière désintéressée. C'est un conseil séduction, c'est ChatGPT, c'est pas moi, promis, j'ai pas triché. Dans le contexte de la séduction, apporter de la valeur signifie enrichir la vie de l'autre de manière réfléchie et altruiste. Il s'agit de partager des expériences, des connaissances ou des moments qui apportent de la joie ou du bien-être, sans attendre de récompense immédiate. Cette générosité d'esprit crée une dynamique positive, renforçant l'attraction et le lien émotionnel. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous communiquez, comprendre quand vous prospectez, est-ce que ce que vous produisez, vous le faites dans cette démarche d'abord de générosité désintéressée, pour venir activer le principe de réciprocité,
D'accord ? Et ce principe de réciprocité, c'est quelque chose qui est incroyablement puissant. Le principe de réciprocité, c'est notre tendance naturelle à faire un geste en retour à la personne ayant eu une attention à notre égard. Il y a un sans domicile fixe à la gare de Bordeaux, depuis des années. Il y a un Paul, une boulangerie Paul qui est collée à la gare. Je ne demande pas s'il y a des gens de Bordeaux. Et ce gars-là, à chaque fois que vous allez à la gare, que vous avez vos valises et que vous êtes en galère et que vous voulez acheter un croissant ou un Coca Zéro, ben en fait, il est devant et en fait, il ouvre la porte toute la journée pour aider les voyageurs. Ben, ce gars-là, sa besace, à la fin de la journée, elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus remplie que celui qui se contente de demander la pièce. C'est ça le principe de réciprocité. Le principe de réciprocité, c'est quand ma femme rentre dans une boutique de vêtements, qu'elle embête la vendeuse pendant 1 heure et qu'elle essaie 8 trucs et qu'elle se sent obligée d'acheter un truc. Sous mon regard bienveillant mais désapprobateur. Et pourquoi t'as fait ça ? Oui, mais attends, on l'avait emmerdé, etc. Ouais, mais bon, ça commence à coûter cher, on va faire une seule boutique alors aujourd'hui, parce qu'en plus c'est un truc qui te plaît qu'à moitié. En fait, c'est ça le principe de réciprocité. D'accord ? Le principe de réciprocité, il est très puissant parce que c'est lui qui guide énormément de nos interactions sociales. D'accord ? Parce que ça, c'est pas un jeu à somme nulle. Je donne, tu me donnes, et on avance ensemble. D'accord ? Et ça, c'est utilisé depuis longtemps dans les pratiques de vente, dans la psychologie du consommateur. C'est les échantillons qu'on vous donne en grande surface, sur les marchés, etc., etc. D'accord ? Ça, c'est un biais qui est très fort. D'accord ? Il y a des études qui ont été faites qui démontrent que dans une grande surface, si je vous fais goûter le saucisson, vous avez 30% de chances de plus de l'acheter que si je vous contente de vous le proposer. D'accord ? Donc comment est-ce que je peux transposer ça dans mon activité ? Et ça, c'est un sujet que je connais très très bien. Pendant des années, j'ai eu une chaîne YouTube, des vidéos hebdomadaires, etc., pour apporter de la valeur au conseil immobilier, des webconférences, etc., etc. Et en fait, vous vivez ensuite des expériences où les gens vous disent qu'ils se sentent en quasi-situation de culpabilité de ne pas vous acheter un produit. Parce qu'en fait, ils disent « mais tu m'as déjà tellement apporté », entre guillemets, gratuitement ou de manière désintéressée, qu'en fait, j'ai envie de te récompenser quelque part. Donc, j'ai envie d'acheter une formation, j'ai envie d'acheter quelque chose, parce que, imagine, si déjà tu m'as apporté tout ça dans la version superficielle gratuite, qu'est-ce que ça va être quand je vais acheter toute la formation ? Ben, c'est pareil pour vous. Si vous faites grandir les personnes que vous cherchez à servir, acheteurs, vendeurs sur vos territoires respectifs, il y a de grandes chances, mais il faut accepter qu'il y a un risque que ça ne soit pas le cas, mais il y a de grandes chances que cette personne ait envie de travailler avec vous déjà pour tout ce que vous lui avez apporté sur le chemin de réflexion. Parce qu'il se passe des mois et des mois entre le moment où la personne se demande si elle va mettre en vente et le moment où elle met réellement en vente. Et qui c'est qui va remporter la mise ? Ben, est-ce que ce n'est pas celui qui, quelque part, tout au long du chemin, aura permis à ce prospect potentiel de grandir dans sa réflexion ? D'accord ? Parce qu'il se passe un truc, c'est qu'en fait, il y a 2 raisons pour lesquelles on consomme du contenu. C'est prouvé. Et du contenu, on le consomme évidemment beaucoup avec nos smartphones, mais ça peut être, je lis un magazine, je regarde une émission de télé, j'écoute la radio, peu importe le moyen, encore une fois, le média, mais on consomme du contenu toute la journée. Et on le consomme pour 2 raisons. 1, pour grandir, et 2, pour se divertir. C'est les 2 seules raisons pour lesquelles on consomme du contenu. Quand vous produisez quelque chose, pour viser à récupérer du business, est-ce que ce que vous produisez, ça permet à vos prospects de grandir ou de se divertir ? Si c'est ni l'un ni l'autre, vous êtes sûr que vous êtes en train de taper à côté. Et on a des outils pour ça. Il y a plein de choses. La première, on a des choses qui vont permettre à nos clients de grandir. On a des éléments qu'on vous met à disposition qui vont vous permettre d'élever le niveau de pédagogie, qui vont permettre d'élever le niveau de connaissance de vos clients, y compris préalablement à ce qu'on leur ait signé quoi que ce soit. D'ailleurs, si vous avez bien écouté Vincent Le Camus de tout à l'heure, Vincent donnait des conseils, certes, technologiques. Mais moi, j'ai retenu aussi un truc, c'est qu'il expliquait qu'entre le R1 et le R2, il allait déjà commencer à faire le marketing du bien pour le présenter au client en R2. C'est-à-dire qu'il n'a pas attendu que le mandat soit signé pour commencer à apporter de la valeur. Non, non. Il commence déjà à apporter de la valeur de manière précontractuelle, avant même que la personne ait décidé de travailler avec nous. Parce qu'on est toujours là pour monter le curseur de réciprocité, d'autorité. Tous ces biais psychologiques qu'on doit élever dans la relation commerciale avant que la personne signe avec nous. Donc on a des choses qui vont permettre, des éléments, des outils, qui vont permettre de faire grandir nos prospects potentiels, qu'ils soient acquéreurs, qu'ils soient vendeurs. D'accord ? Le guide pour bien acheter, le guide pour vendre, etc., etc. Et puis on a des choses qui vont aider aussi à se divertir. Délèle parlait tout à l'heure de la gazette, et encore une fois, chacun a son expression de la gazette, peu importe, il y en a une à votre disposition. Il y a des modèles qu'on vous met à disposition. Alors, certains d'entre vous le découvrez peut-être, parce qu'on n'a pas beaucoup poussé celui-là. C'est un modèle sur lequel j'avais travaillé. Et donc, dans lequel on va avoir, on le voit, le commerçant du mois, l'actualité du mois, le point de l'immobilier, de quoi se divertir, comment réussir l'isolation thermique de mon logement, etc. On va pouvoir, encore une fois, apporter de la valeur, faire grandir et faire se divertir nos prospects vendeurs dans une relation que l'on cherche à créer
au fur et à mesure des points de contact qu'on va avoir avec eux. C'est le seul objectif. Et je vous assure, des conseillers qui font ça tous les mois, depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, et qui récupèrent des estimations tous les mois grâce à ça, j'en connais des dizaines. Vraiment. Et encore une fois, ce sont des outils. Quand vous allez y mettre votre communication incarnée, comme on se l'a dit tout à l'heure, il n'y aura pas deux gazettes qui se ressembleront. Donc ce ne sera jamais un problème de concurrence. Ce sera toujours un problème d'expression réelle de ce que vous avez, vous, envie d'apporter à un prospect potentiel. Quatrième conseil. Alors il faut le décrypter celui-là. ChatGPT nous dit, et ça j'ai bien aimé qu'ils le disent, quelque part qu'il faut se rendre visible là où il y a de l'attention. Oui, pour trouver quelqu'un, encore faut-il aller dans des endroits où il y a quelqu'un. Alors, ça peut être une application, je ne sais pas, je n'ai jamais testé. Ça peut être une application, ça peut être des communautés dans lesquelles je vais être impliqué, ça peut être des soirées, ça peut être mes amis, ça peut être plein de choses, mais c'est sûr que j'ai beaucoup plus de chances de rencontrer quelqu'un si je suis dans un endroit où il y a du monde. Ben, ça aussi, on va pouvoir le transposer. Alors d'abord, ChatGPT nous dit être là où est l'attention des gens et se rendre visible. Pour séduire, il est crucial de se placer dans des contextes où l'on peut naturellement attirer l'attention et montrer ses qualités. Cela peut impliquer de participer à des événements, de s'engager dans des activités de groupe, de fréquenter des lieux où on peut rencontrer des personnes partageant des intérêts communs. La visibilité ne consiste pas à se mettre en avant de manière forcée, mais à être présent et ouvert aux opportunités de rencontres significatives. Pas mal ça. La visibilité ne consiste pas à se mettre en avant de manière forcée, mais à être présent et ouvert aux opportunités de rencontres significatives. Et là, si on veut le transposer, on a plein de choses aujourd'hui qui nous permettent de communiquer auprès de tout un tas d'endroits où se trouvent des gens qui ont potentiellement un intérêt ou pas pour ce qu'on va leur proposer. Vous avez évidemment vos anciens clients régulièrement sous-exploités. Vous avez la possibilité et des événements comme celui qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Celui qui n'a pas compris, qui doit aujourd'hui devenir la référence de son market center aux yeux de tous les autres market centers, il n'a pas compris l'intérêt de business d'un événement comme celui-là. Parce que la recommandation et les référals qu'on va se faire entre market centers, mais si moi je sais que tel agent, je l'ai repéré, je sais qu'il est à Montpellier, je sais qu'il est à Clermont, je sais qu'il est à Strasbourg, mais le jour où j'ai un référent là-bas, peut-être que c'est lui que je vais faire appel. Je ne vais pas me contenter de taper sur Internet et dire tiens, à qui je vais envoyer mon référent. D'accord? Donc, obtenir des recommandations de ses confrères, c'est aussi faire en sorte de se retrouver dans des endroits dans lesquels je vais pouvoir faire des rencontres significatives et récupérer du business de la part de ces personnes parce que j'ai fait en sorte de me mettre au bon endroit et d'apparaître comme la personne qui était là pour apporter de la valeur à mes confrères. Donc les recommandations des confrères. Des commerçants, on a parlé de la Gazette avant, c'est des occasions rêvées, Délèle en parlait ce matin, l'occasion rêvée de connecter du coup avec des commerçants de mon territoire, qui sont de potentiels apporteurs d'affaires. Tous mes réseaux d'influence, d'accord? On va les voir juste après, je vais vous les énumérer juste après. Les ressources mobilisables. Les ressources mobilisables, c'est quoi? Ce sont tous ces professionnels qui gravitent autour de l'habitat, d'accord? Pareil, Cédric en parlait tout à l'heure quand il parlait des groupes business, etc., des applications qui permettent de faire connecter des professionnels de l'immobilier. Vous avez tout un corpus de professionnels autour de votre activité que vous devez animer comme une communauté également et qui sont autant de sources de business parce qu'on va s'appuyer sur eux. De manière désintéressée, on va les faire travailler et il va se passer encore une fois des choses magiques parce qu'il y a du business qui va revenir en retour. Mais ce que je vous dis là, c'est d'être stratégique parce que ce que vous voyez là à l'écran, vous le savez déjà. La question, c'est est-ce que je vais, de manière proactive, réellement en faire une stratégie? Est-ce que réellement, je vais lister les 15 professionnels de l'habitat qui gravitent autour de mon business? Est-ce que je vais les lister les 15? Est-ce que je vais me demander à quelle fréquence je vais les contacter? Quelle valeur je veux leur apporter? Et vous faites un truc. Mais vous le faites de manière stratégique et vous le faites bien, avec la bonne démarche. Voilà. Est-ce que je viens à une family réunion en ayant pris la peine de prendre déjà les coordonnées des gens que je savais qui allaient être présents et je cherche à faire des rencontres, je cherche à être mis en relation avec des gens, etc. J'ai une vraie stratégie pour ça. D'accord? Et ça, vous pouvez le faire avec chacune de ces possibilités ou d'endroits où vous allez pouvoir vous rendre visible auprès de personnes qui vont pouvoir vous amener du business. On parlait de réseaux d'influence, je vous ai les listés, mais il y en a plein. Tout ce que vous voyez là à l'écran sont des communautés dans lesquelles vous êtes de toute façon naturellement impliqués tous les jours. Et ChatGPT nous le disait tout à l'heure, le but c'est pas de venir avec ses gros bras et de venir montrer qu'on est là, etc. C'est juste d'être présent, de faire des rencontres de manière significative. C'est tout ce qu'il nous dit. Donc toutes ces communautés dans lesquelles vous êtes impliqués, assurez-vous, là encore une fois, d'avoir une forme de stratégie, et c'est pas un gros mot que de le dire, c'est d'être impliqué dans ces communautés et de savoir et d'assumer que ces communautés sont vectrices de business potentiellement. Toutes celles et ceux ici qui sont dans des associations de parents d'élèves, vous savez de quoi je parle. D'accord? Et ça, on peut le faire avec toutes les sources que vous avez là à l'écran. D'accord? Vous êtes toutes et tous déjà dans ces communautés. C'est juste de switcher le mindset
Je sais que je suis dans cette communauté, j'y prends plaisir, je sais pourquoi je le fais, et je suis dans une vraie démarche sincère, mais je sais aussi que ça peut me rapporter du business, et je l'ai conscientisé. Ok? 5e conseil, qu'est-ce qu'il nous a dit ChatGPT? Parce qu'il n'est quand même pas ennemi de ses intérêts. Les limites. Poser ses limites, c'est un peu à la mode. Hein. Ah, pousser ses limites. Pousser ses limites, ça un peu moins par contre. Savoir où on va. Ouais, ouais, c'est la dimension de stratégie. Oh là là, la stratégie en séduction. Qu'est-ce qu'il nous a dit, ChatGPT? Avoir une stratégie claire et des objectifs précis, jouer sur les grands nombres. Après, je vous raconte une anecdote. Même dans la séduction, il est utile d'avoir une certaine direction et des objectifs clairs. Comprendre ce que l'on cherche dans une relation aide à orienter ses efforts et à reconnaître les opportunités qui sont en accord avec ses aspirations. Cela ne suffit pas à réduire la séduction à une série de tactiques calculées, mais plutôt être conscient de ses intentions et rester ouvert à différentes possibilités. Je vais vous raconter une anecdote, moins émouvante peut-être que Michael. Je vais vous expliquer comment j'ai rencontré ma femme. C'était il y a... Faut pas que je me trompe. Elle n'est pas dans la salle, ça c'est sûr. C'était il y a 19 ans. Et à 19 ans, il faut savoir que ma stratégie à moi, c'était que mon père travaillant à l'université de Nice, mon job d'été, c'était d'inscrire les étudiants et les étudiantes à la fac. Et donc, vous voyez, il faut imaginer des bureaux avec des personnes chargées des inscriptions, et il faut imaginer des étudiants qui font la queue. Et je l'ai fait 2 étés de suite, c'est la loi des grands nombres, il nous a dit. Hein. Donc je l'ai fait 2 étés de suite. Et ma stratégie à moi, c'était de repérer les personnes dans la file et d'accélérer ou de ralentir l'inscription que je faisais de la personne devant moi pour essayer d'avoir la bonne personne à mon bureau à moi. Voilà. Donc au fur et à mesure que je terminais, j'essayais d'analyser, je prends une pause, je prends pas une pause, voilà, donc bonne stratégie. Je vais plus loin et je pense que c'est plutôt illégal. C'est que du coup, quand on rangeait ensuite les dossiers le soir, en fonction des personnes avec lesquelles j'avais connecté de manière authentique, etc. dans la journée, je récupérais le numéro de téléphone. Donc ça, c'est pas très RGPD. Et j'envoyais un message le soir. Mais je jouais sur la loi des grands nombres quand même. Non, bon, j'ai avoué très vite quand même. Hein. J'ai avoué très vite que j'ai pu faire comme un choix à un moment donné, du coup, parce que j'avais multiplié la loi des grands nombres. Bon, ça m'a pas trop mal réussi, je me suis pas trop trompé. Mais oui, même en matière de séduction, finalement, avoir une stratégie, avoir des objectifs très clairs et de savoir à qui on veut s'adresser, c'est quand même hyper important, y compris en matière de séduction. Et donc, si on veut faire le parallèle, sans aller jusqu'à mes stratégies machiavéliques, on a... Hop, je reviens en arrière. Le Tinderesco, ouais, c'est ça. Non, mais c'est pas moi, c'est ChatGPT, c'est pas moi le sujet. Allez, ça, certains vous m'avez déjà vu parler de cette slide. Là, on parle aussi quand on parle de stratégie en matière de prospection, déjà on parle d'aller chercher savoir ce qu'on veut aller chercher et d'être capable de le quantifier. D'accord? Donc je sais que ça va vous parler. Je vous parle souvent de nombre d'or. Le nombre d'or, c'est le nombre d'estimations que je dois générer chaque semaine pour être sûr d'atteindre mon objectif de chiffre d'affaires. D'accord? Donc mon nombre d'or à moi, c'était à peu près 3 personnes par jour à inscrire à la fac pour être sûr d'avoir au moins peut-être une personne qui va venir boire un café. D'accord? Donc je connaissais mes taux de conversion. Ben là, c'est pareil. D'accord? C'est donc je vais chercher à savoir exactement combien je dois rencontrer de personnes chaque semaine pour être sûr d'atteindre mon objectif de chiffre d'affaires parce que je connais mes taux de conversion. D'accord? Chez nous, ça s'appelle un CGI calculator. D'accord? Je mets mon objectif, je connais mes taux de conversion, je suis capable de déterminer quel business je dois aller récupérer en début de chaîne de production pour être sûr d'atteindre mon objectif à la fin. Donc j'ai des objectifs, je connais mes taux de conversion, j'ai des objectifs très clairs. J'ai un plan d'action parce que je sais exactement où je vais aller, parce que des objectifs, c'est bien, mais savoir où je vais déployer cette communication, c'est important. Donc savoir sur quel territoire vous voulez devenir incontournable, c'est fondamental. D'accord? C'est quoi les 1500 à 2000 boîtes aux lettres qui vont être votre bastion de prospection primaire sur laquelle vous allez chercher à devenir incontournable? D'accord? Donc c'est important d'avoir une unité de temps et une unité de lieu, de savoir sur quel territoire vous voulez vraiment vous inscrire dans la durée en matière de communication. Et après, on peut avoir un secteur secondaire, tertiaire, etc. Mais déjà, je sais que sur ce territoire-là, c'est là que je déploie un maximum de mes stratégies de prospection. D'accord? Et après, j'analyse, je mesure mes résultats et je peux corriger mon système de prospection. OK? 6e conseil, qu'est-ce qu'il nous dit, ChatGPT? Bon, c'est un peu onirique, là. Il m'a fait une image un peu poétique du truc. Grandir ensemble. Il y a de ça. Un parcours, ouais. Ouais, on a vraiment cette notion de suivi dans le temps, hein, d'accord, de suivre les relations dans le temps.
Ok, de grandir ensemble, c'est bien dit aussi. Donc il nous dit suivre dans le temps et respecter le rythme de l'autre. Chaque relation se développe à son propre rythme. Respecter le temps et l'espace de l'autre est fondamental pour construire une connexion durable. Cela signifie être patient, ne pas forcer les étapes de la relation et être attentif aux signaux de l'autre personne. Le suivi, qu'il s'agisse de communiquer après un rendez-vous ou de continuer à montrer de l'intérêt, doit être en harmonie avec le rythme de l'évolution de la relation. D'accord ? Et là, on est challengé dans ce domaine-là, dans notre industrie. Pourquoi ? Parce qu'on fait de la vente en cycle long. D'accord ? Je vous disais tout à l'heure, entre le moment où la personne se dit « Tiens, peut-être que je vais mettre en vente ma maison » et le moment où elle conclut sa transaction, il peut se passer jusqu'à 18 mois. Et ça nous challenge au quotidien. Parce que je vous le dis souvent, notre cerveau, il adore la gratification immédiate. Notre cerveau, il adore poser une action de prospection aujourd'hui et récupérer une estimation la semaine prochaine. Or, notre métier, c'est comment est-ce que je vais poser des actions et les suivre dans le temps jusqu'à ce que la personne soit suffisamment mûre pour pouvoir faire appel à un professionnel de l'immobilier. On aimerait tous faire la Gazette du Port et avoir une estimation dès le premier numéro. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Pas plus en prospection qu'en séduction. Et donc là, ce qui se passe, c'est qu'il faut comprendre comment fonctionne quiconque se lance dans un projet. Quiconque se lance dans un projet doit passer par les 5 étapes du cycle émotionnel du changement. Aujourd'hui, je suis vendeur. Disons que je décide d'essayer de vendre par moi-même. Ils sont 70% à essayer de vendre par eux-mêmes. Hein. D'accord ? Donc je suis vendeur, j'essaye de vendre par moi-même. Je m'appelle Jean-Luc Plumalin. D'accord ? J'ai cherché à économiser les honoraires. Et quand je me lance dans le projet comme 70% des vendeurs, je suis tout en haut à gauche. Je suis ce qu'on appelle optimiste non informé. Et un optimiste non informé, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui a un très très haut niveau d'enthousiasme dans le fait qu'il va pouvoir se lancer dans un projet avec succès. Tu vas voir chérie, ça va être sympa. On a vu Plaza le faire à la télé, c'est facile. On va pouvoir économiser les honoraires, tu vas voir, ça va être trop chouette. C'est un peu comme quand je me lance dans le montage d'un meuble Ikea. D'accord ? Généralement, je suis toujours niveau 1 au démarrage. Ok ? Et puis, on se lance dans le projet. Et puis, à un moment donné, le projet, on se rend compte quand même que c'est pas si simple que ce qu'on avait imaginé. D'accord ? Et donc là, on va tomber dans le pessimiste informé. Maintenant, je sais comment ça fonctionne, j'ai compris un peu le truc, j'ai fait mes premiers tests, j'ai pu constater des premiers résultats, et je m'aperçois que c'est plus difficile que ce que vous avez imaginé. C'est le moment où vous tournez la notice dans tous les sens pour voir s'il n'y a pas un truc où vous vous êtes trompé. Ok ? Et quiconque se lance dans un projet finit toujours par tomber dans la vallée du désespoir. La vallée du désespoir, c'est qu'est-ce que je fous dans cette galère ? Là, c'est quand tu te dis, il manque des pièces. Mais il manque jamais des pièces. Il manque du savoir-faire, il manque de la patience, mais il manque pas des pièces. Et nos vendeurs, ils sont 70% à essayer de vendre par eux-mêmes. Mais ils sont 70% à finir par faire appel à un agent immobilier. C'est bien qu'à un moment donné, il y a une bascule. Il y a la moitié des vendeurs qui, en cours de transaction ou de projet, vont finir par basculer et faire appel à un professionnel. Et plus encore quand on est dans des marchés comme aujourd'hui, où les clients ont besoin d'un pro, parce que si c'est difficile pour vous, c'est difficile pour eux. Et le problème dans notre activité, c'est que moi, quand je commence à solliciter un vendeur pour la première fois, je ne sais pas combien de temps il va falloir pour qu'il tombe dans la vallée du désespoir. Pour certains, ça prend 1 semaine, pour d'autres, ça peut prendre 6 mois. Et donc moi, comment je sais, dans ma relation à mon prospect, pour savoir à quelle fréquence je vais rentrer en contact avec lui et quand est-ce qu'à un moment donné, il fera la bascule ? Ben, comme je ne peux pas le savoir, je n'ai pas d'autre choix que d'être dans des systèmes de suivi qui vont faire que tous les prospects que je vais rencontrer, qu'ils soient acheteurs ou vendeurs, vont avoir des points de contact avec moi et mon entreprise, plus ou moins automatisés, qui apportent plus ou moins de valeur, mais avec lesquels je vais pouvoir garder contact dans la durée en matière de relation. Toujours dans cette démarche qu'on a exposée tout à l'heure, mais multiplier les points de contact, c'est fondamental. Et ceux qui étaient à la Family Réunion US ont eu cette chance-là, ont entendu parler de bases de données non-stop pendant 5 jours. C'est notre dada. D'accord ? Mais vous pouvez essayer de faire tous les rapprochements du monde en essayant de frotter 2 cahiers, ça ne marchera jamais. Il va bien falloir qu'à un moment donné, la donnée, elle se trouve dans un logiciel. D'accord ? C'est ça qui va vous permettre de bâtir après des systèmes de suivi. D'accord ? En séduction, comme en prospection, la clé, elle est dans le suivi de la relation. Elle est dans la multiplicité des points de contact. Et c'est prouvé statistiquement. Alors, je vous ai passé l'étape. Après, il devient optimiste informé. Il est entre de bonnes mains. Et puis, il finit par réussir son projet. Okay ? D'ailleurs, il y avait une statistique qui disait, je reviens juste là-dessus, à une époque, mais c'est probablement plus valable aujourd'hui, à un moment, il y a une dizaine d'années, on avait pu quantifier qu'il fallait 7 semaines à un vendeur entre le moment où il mettait son bien à la vente et le moment où il faisait appel à un professionnel. D'accord ?
Évidemment, tout ça a été volé en éclats dans les différentes dynamiques de marché, etc. Mais pour vous donner un ordre d'idée, on avait été capable de le quantifier. Et donc, ce qui était intéressant, c'est de se dire, moi, je suis agent immobilier, j'ai mon premier point de contact avec mon vendeur, mais dans 7 semaines, est-ce que je suis toujours dans la relation? Est-ce que je suis toujours dans le jeu? Parce que dans 7 semaines, mon vendeur, lui, il est passé peut-être à autre chose. Peut-être vous allez vous dire, mais attends, mais je comprends pas, ce vendeur, je l'ai rencontré il y a 7 semaines, je comprends pas, il a fait appel à l'agence Dupont Immobilier. Et l'agence Dupont Immobilier, vous apprenez juste qu'ils sont allés sonner la veille. Et coup de bol, ils sont tombés juste au moment où la veille au soir, il y avait eu la conversation entre monsieur et madame, ils se sont dit peut-être qu'il faudrait qu'on fasse appel à un agent immobilier. Et Dupont Immobilier, il est allé sonner le lendemain. Il a peut-être récupéré les résultats de ce que vous aviez fait 7 semaines avant, mais on peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes de ne pas être encore présent dans la tête de ce vendeur 7 semaines plus tard, 2 mois plus tard, 3 mois plus tard, 4 mois plus tard. Donc ces systèmes de suivi de votre prospection, ils sont fondamentaux pour y arriver. Parce que finalement, comment est-ce que vos prospects décident? C'est toujours le même schéma. Je vais attirer l'attention. Cette attention va générer de l'intérêt. Cet intérêt va générer de la considération pour ce que je raconte. Cette considération va générer une intention de passer à l'action. Cette intention, elle va permettre à mon prospect d'évaluer les options à sa disposition avant de décider de prendre contact avec le professionnel. Et nous, on voudrait historiquement dans notre profession faire passer un vendeur en une seule conversation par toutes ces étapes-là. Ça ne marche pas. Notre cerveau, il ne comprend pas ça. Notre cerveau, il a un processus très précis avant de décider d'être OK de rentrer en contact avec vous ou de vous ouvrir sa porte. Et Dieu sait que c'est difficile d'ouvrir sa porte à un agent immobilier. Et bien, on essaye parfois, en une seule conversation, de franchir toutes ces étapes avec notre prospect. Quand on brusque ce processus, on génère du rejet, c'est mécanique et c'est normal. Donc c'est important que vous ayez identifié ça et qu'au fur et à mesure de votre communication et de vos points de contact avec lui, vous allez pouvoir lui apporter des éléments à chacune de ces étapes par lesquelles il va passer pour décider de faire appel à vous. Et on le sait, 90% des ventes se font après le 4e point de contact. Il faut 7 à 8 points de contact avant d'être identifié comme étant un professionnel d'un domaine. Ce nombre de contacts avec la digitalisation, il a tendance à exploser. C'est Koh-Lanta le truc. En fait, chaque point de contact, vous allez éliminer un confrère qui va s'arrêter en cours de route. Donc dites-vous qu'à chaque fois que vous reprenez contact avec un prospect, c'est un contact que votre confrère ne va pas faire. Et que vous allez vous rapprocher à chaque point de contact du moment où il finira par être suffisamment mûr pour faire appel avec vous. Et nous, on est un business du one-shot. On passe notre temps à générer des prospects sans capitaliser sur le stock de prospects précédents. Un agent immobilier, il court sur ses 2 jambes. Gary Keller le dit très bien. C'est ma prospection me génère des leads, mon marketing me génère la possibilité de convertir ces leads dans le temps. Et donc là, encore une fois, est-ce que j'ai des systèmes qui me permettent de multiplier les points de contact et d'être toujours en tête de liste quand il s'agit d'immobilier pour mon prospect vendeur? Ok? Alors je me dis, on a vu les 6 conseils. J'espère qu'il y a des conseils qui vont vous permettre de pouvoir obtenir des rendez-vous et rentrer des mandats. Au pire, vous n'avez peut-être pas tout perdu, vous allez peut-être pouvoir rencontrer quelqu'un bientôt. J'aurais pas tout perdu, vous me direz, vous m'écrirez. Mais finalement, c'est marrant parce que souvent, et l'année dernière c'était un peu la même chose, on a tendance dans notre industrie, vous savez, à superposer les couches. On va rajouter un nouveau script, on va rajouter un nouvel outil. On nous a parlé d'intelligence artificielle tout à l'heure. On va développer une nouvelle brique d'un logiciel, d'accord? On va entendre parler de telle ou telle nouvelle méthode, d'accord? Et donc on rajoute des couches pour aller chercher de la performance. Et moi, il y a un mot sur lequel je travaille beaucoup depuis quelques semaines, même à titre très perso, c'est le dépouillement. C'est est-ce que finalement la clé, c'est d'avoir des business toujours plus complexes, toujours plus aboutis, toujours plus raffinés, dans lesquels on va rajouter toujours plus de couches, ou est-ce que la clé, c'est pas au contraire de les enlever ces couches? D'enlever les masques, d'enlever les stratégies, d'enlever les techniques, mais de revenir finalement à ce qui fait le sel de notre métier et de notre industrie. C'est juste une relation entre 2 êtres humains. C'est juste de revenir à ce qui fait que notre métier, c'est le plus noble des métiers. Accompagner des gens dans des transitions de vie parmi les plus importantes d'une vie. Parce que quand on enlève tout, c'est tout ce qui reste. L'amour de ses clients et l'amour de son métier. Et donc finalement, revenir à cette essence-là, est-ce que c'est pas ça la vraie innovation de demain finalement? Est-ce que dans un monde où on nous promet que notre métier va être transformé, ubérisé, complexifié, remplacé par des technologies, est-ce que finalement ces technologies, elles ne vont pas devenir nécessaires, mais elles seront toujours insuffisantes pour faire la différence? Parce qu'à chaque fois, il restera toujours ce qu'on vient de se dire, une relation entre 2 êtres humains, l'amour de ses clients et l'amour de son métier. Donc souvenez-vous toujours, et encore une fois, plus encore en temps de crise, plus que jamais,
On m'a enlevé ma slide? Non. C'est on m'a enlevé ma slide. Que l'immobilier est plus près du cœur que de la tête. Merci beaucoup.